L'aigle et le coq sont tout, sauf les meilleurs amis du monde, y compris et surtout dans le football, comme le montre l'histoire. Mais les choses ont changé au fil du temps. Und der Lager auf dem Fuß. Und er macht. Und das ist es. La France. Voyons voir. 82? Vous pensez à quoi? À 82 aussi? Moi, je l'ai vu à la télévision après, voilà, c'est ça surtout. Oui, le match de 82 à Séville a causé beaucoup de rancœur. C'était le match du siècle. Séville, c'est ce que le foot peut offrir de mieux. Il y avait les France-Allemagne d'avant Séville et il y a les France-Allemagne d'après Séville. Versucht Hummels. Und da ist es. Mats Hummels. Deutschland führt in Rio. Bonne balle de Platini pour Battiston. À côté. Aïe, 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 c'est pas vrai. L'histoire du foot franco-allemand est faite de petites histoires. Les rencontres entre les deux pays sont souvent animées, parfois haineuses, mais la plupart du temps pacifiques. Nous sommes à Bordeaux, plus exactement au club des Girondins qui a son siège dans un prestigieux château viticole. Les Girondins sont la seconde patrie d'un homme qui a quitté Mannheim et trouvé son bonheur en France, Gernot Rohr. En tant que joueur professionnel de l'équipe bordelaise, l'Allemand a été 3 fois champion de France et a pris la nationalité française. Plus tard, il marquera le club de son empreinte comme entraîneur et directeur sportif du centre de formation. C'était contre le Racing. Ah, d'accord. C'était le Grand Bordeaux, là. Hein. Oui. C'était la bonne époque. Hein. La saison 84-85, c'était notre meilleure saison. Ça a été la plus belle. Ouais, c'était la plus belle. Ouais. On a gagné tous nos matchs à domicile. Ouais. Tout. En 1982, les supporters français élisent Gernot Rohr meilleur arrière droit. Mais comme il a représenté l'Allemagne au sein de l'équipe junior et olympique, et qu'il a passé 2 ans au Bayern de Munich, il ne peut pas défendre les couleurs tricolores, même s'il est naturalisé français depuis longtemps. Sinon, il aurait sans doute joué aux côtés de cet homme, Patrick Battiston, qui a été évacué du terrain en 82 lors de la demi-finale de la Coupe du Monde. Succédant à Gernot Rohr, il dirige aujourd'hui le centre de formation des Girondins avec une autre légende de 82, Marius Trésor. Lui aussi, un ancien grand joueur de l'équipe de France, alors emmené par Michel Hidalgo. T'es beau comme un jeune professionnel. Dis-le vite. Il n'y a que le M qui se détache. Il commence à avoir un coup de fatigue. Même si Hidalgo vivait à Bordeaux, qu'il m'avait repéré et qu'il voulait me sélectionner, j'ai pu heureusement éviter de jouer pour la France, face à des hommes avec qui j'avais défendu les couleurs de l'Allemagne, au sein de l'équipe junior et olympique. C'était bien mieux comme ça. Tony Schumacher France, première. L'homme qui a fait le clap s'est distingué de manière peu glorieuse en 82, lors de la demi-finale France-Allemagne.
Aujourd'hui, on aurait eu à coup sûr un carton rouge. Évidemment, ça aurait été encore plus dur pour nous si nous nous étions pris un penalty. Ça a déjà valu des cartons rouges. Maintenant, si vous me posez la question, je vous dirais que je ne sais pas quels étaient les autres points de vue. Mais cette action-là était rude, bien sûr. Il n'y a pas eu de carton rouge. Pas de coup franc, dégagement. Les commentateurs français se sont déjà offusqués des gestes brusques du gardien de but allemand. Il qualifie son agressivité d'anormale et provocatrice. Regardez, Schumacher provoque chaque fois la faute. C'est pas normal. Oui, il y a une faute de Schumacher là. Il n'y a rien eu, ni pénalty, ni expulsion, rien du tout. Bon, pour quelle raison? C'est comme ça. En tout cas, on l'a subi. On l'a subi et ça crée quand même un sentiment d'injustice énorme. Le score est de 1 partout. KO, Battiston, qui vient de remplacer un joueur, perd 2 dents, a une vertèbre cervicale cassée et tombe dans le coma. La suite de ce match du siècle, il ne la connaît que par la télévision. Je suis mondialement connu parce que je me suis frotté à un gardien de but allemand. Voilà, donc c'est un peu une caricature, mais après ça fait partie du jeu. Comme on est à 1 partout, il y a prolongation. Oui, Marcus, reprise de volée. Ah oui, bon, au cours de ce match, il s'était passé tellement de choses que c'est un match qu'on ne peut pas oublier. Je dirais, moi personnellement, je n'ai jamais voulu à l'équipe allemande, aux joueurs de l'équipe allemande, parce qu'ils défendaient leur pays. La seule personne qui, pour moi, est responsable de ce qui s'est passé, c'était l'arbitre du match, M. Korver. Les choses se gâtent encore plus pour les Allemands. En retrait pour Giresse, Il n'a pas vu. Voilà, oui. Alain Giresse porte le score à 3-1 durant la première mi-temps de la prolongation. Ma course de joie après le but, dans ma tête et dans la tête de tous, on est en finale de la Coupe du Monde. Ça tape fort dans la tête, on est en finale de la Coupe du Monde. Voilà ce que ce moment-là, on est en train de se dire. Bien sûr, ça m'a traversé l'esprit. 3-1. Mais ça m'est aussitôt sorti de la tête. Il n'y avait qu'une chose à faire, persévérer, essayer de marquer un but, gagner les duels à partir de ma position, amener très vite le ballon vers l'avant. Et ce 8 juillet, les Allemands soulèvent des montagnes. Ils égalisent à 3-3. On n'était pas encore battus. On n'était pas encore battus. Ce n'est pas dans ma mentalité. Tir au but. Les Français étaient de bien meilleurs techniciens. On le savait. On n'avait pas de joueurs de ce niveau-là dans nos rangs, mais bien sûr, on avait d'autres points forts. Par exemple, je viens d'en parler, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui perdent 3-1 en prolongation, qui égalisent à 3-3 et qui gagnent finalement au tir au but. Aujourd'hui encore, Séville est omniprésent dans la tête des supporters français. Un traumatisme collectif. Le capitaine Platini en voulait énormément aux Allemands. Quand on pense que sur l'action de Patrick Battiston, il a 2 dents de cassé, qu'il est dans le coma et qu'il ne siffle pas pénalty, c'est un scandale. Moi je m'excuse, mais sinon il y a pénalty où il marque le but. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, hein? À 12 contre 11, c'est difficile, surtout contre les Allemands. À votre avis, c'est vraiment l'arbitre qui vous a fait perdre cette demi-finale? Écoutez, d'habitude je suis assez fataliste, je prends bien la défaite, mais comme ça s'est passé, non, là je suis vraiment écœuré et je souhaite de tout cœur que les Italiens gagnent en finale. D'habitude je suis pour le plus fort, mais là je souhaite qu'ils vont gagner, à moins qu'ils aient M. Corvère. Ici, il y a un match de la France que des parents montrent à des enfants pour leur dire c'est passé, c'est ce match. Ils le montrent et les enfants,
Ah, mais alors là... J'ai pleuré, bien sûr. J'avais 10 ans et je trouvais complètement injuste que la France perde. Bon, j'ai des souvenirs, en fait on a beaucoup en France le souvenir de Battiston qui se fait découper la tête par Schumacher. La sortie là avec... on a ce souvenir là, on a ce souvenir de l'impression que le match était plié, puis le match n'est jamais plié contre une équipe allemande. Le match entre dans les annales du football mondial comme la nuit de Séville. Et moi-même, 3-1, je dis bon, c'est bon, ça va. La première fois que j'avais vu, j'ai dit à 3-1, c'est bon. Et là, non, je veux pas aller au-delà. Ça fait ressortir, ça fait ressurgir cette douleur qu'on a pu ressentir nous à l'époque. Et ça, non, je suis pas au point de me faire mal. Moi, je regarde à partir du 3-1. Non, bien sûr, c'est compréhensible. Mais après, vient le moment d'analyser pourquoi ils ont perdu. Et il faut dire qu'ils ont fait des erreurs. Haben sich denn mittlerweile mal nach dem Gesundheitszustand erkundigt? Ich weiß, wie es dem Battiston steht. Ja, konkrete Frage nochmal. Haben Sie sich mal erkundigt? Immerhin hat er eine Gehirnerschütterung und 2 Zähne verloren. Was heißt erkundigt? Ja, bei wem? Bei ihm? Franzosen erkundigt, wie es ihm geht. Ich habe über unseren Pressesprecher habe ich mich erkundigt. Also Sie haben sich um ihn gekümmert? Nein, das ist falsch. Sie haben gefragt, ob ich mich drum umhört habe, wie es ihm geht. Das habe ich bei unserem Pressesprecher. Gilt denn nach wie vor noch Ihr Angebot, die Kosten für die Jacketkronen zu übernehmen? Das ist auch wieder so ein Spruch, der wieder einfach dahergeschrieben wurde. Was soll das jetzt? Also gilt nicht? Wie Sie richtig jetzt aufgefasst haben, das gilt nicht. On s'est rencontrés, oui, on s'est rencontrés une fois. Après, justement, on s'est rencontrés le 15 juillet, voilà, à Metz. Quel était votre sentiment en voyant Ralf Schumacher aujourd'hui? Eh bien, pour moi, il n'y a pas de sentiment d'agressivité, ni de, comment dire, une certaine rancœur. Je voulais juste savoir quel était son état d'esprit, pour quelles raisons donc il avait agi comme il l'avait fait. C'est tout, voilà, ça me suffit d'avoir discuté comme ça avec lui. Mais amis, ils ne le seront sans doute jamais. Je lui ai présenté mes excuses pour ne pas m'être occupé de lui. Mais je lui ai dit aussi, écoute Patrick, si on rejouait le match aujourd'hui, j'agirais de la même façon, parce que j'étais convaincu à 100% d'avoir le ballon. C'est ce que je lui ai dit et il m'a cru. Il m'a serré la main et pour nous l'affaire était classée. Mais pas pour les journaux à scandale et la grande presse, évidemment. La presse se rue sur l'affaire, notamment en France. Schumacher devient le boucher de Séville. On parle d'une 3e guerre entre la France et l'Allemagne. L'ignoble allemand est de retour. Ce qui s'est passé ensuite, c'est allé très loin. On a menacé de kidnapper mes enfants et j'ai eu droit à une protection personnelle. Ce n'était pas facile de faire abstraction de tout ça et de jouer l'indifférence. Quand on participait à des matchs internationaux, l'équipe sortait par la porte principale et moi, je passais par la chaufferie en sous-sol. Ça changeait beaucoup de choses. C'était une situation que je n'avais encore jamais vécue. En France, on disait Schumacher le SS. On est tombé dans la caricature, dans l'excès. C'était une agression sportive, mais on l'a ramené à l'histoire. On voyait par là qu'entre l'Allemagne et la France, tout n'était pas encore réglé en 82. L'affaire prend une telle ampleur que le chancelier Helmut Schmidt envoie un télégramme au président François Mitterrand. Le jugement de Dieu qui, selon la mythologie classique, est propre à chaque duel, a voulu que la chance dans ce match échoua au camp allemand. Nous sommes de tout cœur avec les Français qui méritaient la victoire tout autant que nous. C'était la preuve que Dieu n'existait pas. S'il avait existé, Dieu est juste, il doit être juste. La France aurait gagné. Retour dans la région bordelaise où le franco-allemand Gernot Rohr profite de la vie.
Ce globe-trotter qui vient de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe du Burkina Faso a désormais du temps à consacrer à sa passion. Les voitures sont ma passion. C'est tellement formidable. J'ai toujours aimé les vieux modèles, surtout les voitures de gangsters de ce type. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu cette voiture dans la grange d'un coéquipier et je lui ai demandé s'il voulait bien me la vendre et il a accepté. C'était Philippe Goubet. Donc je l'ai prise et depuis, je roule souvent avec. Les gens se demandent toujours, il est pour l'Allemagne ou pour la France? Je suis européen. Mes racines sont naturellement allemandes, mais j'ai passé plus de temps en France qu'en Allemagne. Je suis complètement imprégné de la culture française, même si je n'ai pas oublié mes origines allemandes. Je retourne régulièrement à Mannheim, où une partie de ma famille vit toujours. Et je suis fier de cette double nationalité, de cette double culture. Pour en savoir plus sur le football, sur l'histoire et sur la France et l'Allemagne, il suffit de descendre ces marches. Gernot Rohr et son frère ont aménagé une sorte de musée privé dans la cave de la maison de leur mère à Mannheim. Ce sont des souvenirs qui remontent à très loin. Mais ça fait du bien de revoir tout ça. Il y a des choses que j'avais oubliées. Voici aussi, 1er janvier 1933, Italie-Allemagne à Bologne. Aussi avec Meazza, le champion du monde italien. Oskar Rohr, alias Ossi, inscrit 2 buts à son 4e et dernier match international. Le 2e seulement qui oppose la France et l'Allemagne. Il est un peu le modèle de Gernot. Il entre d'abord au Bayern, puis en 1934, pour gagner de l'argent, il part en France où il y a déjà des joueurs professionnels. 40 ans plus tard, Gernot marchera sur ses pas. C'est en 1977 que je suis venu en France et tout le monde me parlait d'Ossi, surtout lors des matchs à Strasbourg. C'est un parent à toi? Oui, c'est mon grand-oncle. Dans un article, il était écrit « Il n'a qu'un prénom à se faire ». Oui, je n'avais plus qu'un prénom à me faire, parce que le nom Rohr était déjà connu grâce à lui. Malgré ses 5 buts marqués en seulement 4 matchs, Ossi ne pourra jamais réintégrer l'équipe d'Allemagne. Les nazis le considèrent comme un traître à la patrie. Je dis parfois à mes amis français que l'équipe d'Allemagne a subi sa plus belle ou sa plus précieuse défaite en France, lors du mondial de 1938. C'était un match contre la Suisse qui a eu lieu ici, à Paris. Le fait d'avoir été éliminé au premier tour nous a épargné des photos en noir et blanc avec la Coupe du Monde et le salut hitlérien. Par contre, il reste ces images prises sur les Champs-Élysées et sur la Tour Eiffel avec des casques d'acier et l'aigle du Reich. En 1943, Ossi a été déporté dans un camp de concentration
après s'être fait arrêter par la Gestapo à Sète, où il s'était réfugié. Comme les Allemands occupaient le nord de la France, il avait gagné le sud, la zone libre. Il avait dû s'enfuir parce qu'il était considéré comme un traître à la patrie par les nazis. De 40 à 43, il a joué à Sète. Et après un match, il s'est fait prendre par la Gestapo dans le vestiaire et a été transporté dans un camp de concentration. Pour son enterrement à Mannheim en novembre 1988, le Bayern de Munich envoie un bus rempli de joueurs. Après tout, le grand-oncle de Gernot Rohr a permis au Bayern de remporter le championnat d'Allemagne en 1932. C'était un buteur hors pair, une véritable légende que presque plus personne ne connaît aujourd'hui. Antibes, Côte d'Azur. Je pêche ici, mais pour moi, c'est un endroit exceptionnel, historique, parce que derrière moi, au Fort Carré, a eu lieu en 1938 un match de Coupe du Monde Suède-Cuba. Cette encyclopédie vivante du foot est Clément Tomaszewski. Fils d'un père polonais engagé dans la Légion étrangère et d'une mère espagnole, il est né en Algérie. Un Français typique en somme. Mais pas n'importe quel Français. Clément est le supporter numéro 1 des Bleus. Il a toujours son coq Balthazar avec lui. Balthazar. Très bien. Balthazar est devenu la mascotte des Français depuis la victoire de la Coupe du Monde en 1998. Bon, Balthazar, rappelle-toi un peu. Alors ça, c'est mythique pour moi, ce maillot. C'est un maillot de l'époque Michel Platini. Avec ce maillot, j'ai vécu la finale de la Coupe du Monde et la demi-finale en 98, la finale de l'Euro 2000. Pour moi, c'est un souvenir, j'ai les frissons, hein, Balthazar, tu me donnes la chair de poule, là. Hein. En matière d'identification à l'équipe nationale, les comportements sont quasiment les mêmes des deux côtés du Rhin. Je dirais qu'ils sont un peu plus marqués chez nous pour la simple et bonne raison que la République fédérale d'Allemagne doit bien plus au football que la République française. En France, le foot est le sport numéro 1, mais en Allemagne, c'est encore bien plus que ça. Célébration des 40 ans d'amitié entre deux clubs. Nous sommes à Dortmund. Plus de 100 supporters en veste en jean, haute en couleur, sont venus de Hambourg et de Dortmund pour faire la fête avant le match de Bundesliga qui opposera leurs deux équipes. Tu ne verras jamais un supporter en veste décorée qui ne soit pas ouvert, serviable et respectueux des traditions. La veste en jean décoré, c'est comme une deuxième peau. Chacun a la sienne, avec sa propre histoire. Et quand on l'enfile, on est en mode vacances. Grâce au foot, on déconnecte. On se sent un autre homme. Ces vestes font partie du monde des supporters allemands. On ne les trouve pas dans l'équipe nationale. Quand quelqu'un a une veste neuve, qui a l'air de sortir du magasin, ce n'est pas une vraie veste de supporter. Il faut qu'elle ait été portée quelques années et que ça se voit. Elle doit être délavée, avoir des traces d'usure.
Une veste neuve n'est pas encore une vraie veste de supporter. Une fois qu'on a mis les premiers écussons dessus, on la baptise. Par exemple, on peut frotter une saucisse dessus ou l'asperger de bière. D'abord, on la salope, c'est la base. Et après, avec les années, elle se salit naturellement, je dirais. Bref, ça se voit. Avec le temps, des saletés s'incrustent sur la veste. Des souvenirs aussi, voire des odeurs. Je vais demander aux parrains. 5 parrains pour 5 vestes. Il y a comme un air de carnaval. Lens 1998. Les supporters montrent leur visage le plus hideux. En marge d'un match de la Coupe du Monde, des hooligans allemands battent presque à mort le gendarme Daniel Nivelle, détruisant en quelques minutes la vie de ce père de famille de 44 ans. C'est une honte pour le football allemand. Quand on pense à des incidents aussi graves que celui qu'a subi Daniel Nivelle au Mondial de 98, par exemple, il faut savoir que les agresseurs étaient des hooligans, qui étaient là uniquement pour se défouler à leur manière. Ça n'a rien à voir avec l'événement d'aujourd'hui. Je dirais qu'ici, c'est une belle fête de supporters. Ce sont des gens qui aiment le foot et l'amitié, et qui ne cherchent pas à faire du grabuge. Fabian Ludwig vient de Frankenberg, dans le nord de la Hesse. Il vit pour le foot et supporte le Borussia Dortmund. Même ses poubelles sont aux couleurs de son club, noirs et jaunes. Borsti, comme on le surnomme, ne rate aucun match. Il suit aussi fidèlement l'équipe nationale. C'est en France qu'a débuté sa carrière de supporter de la Mannschaft. J'ai vu mon tout premier match international à Paris. C'était un match de préparation de l'équipe d'Allemagne. C'est là que ma carrière internationale de supporter a commencé. Paris a été un déclic pour moi. Avant, je ne supportais pas l'équipe nationale. J'ai eu envie de les voir jouer, ça m'a emballé, j'ai décidé de les suivre. Alors logiquement, depuis plusieurs années, je voyage avec eux. Je suis allé dans d'autres pays et sur d'autres continents. Dernièrement, je suis retourné à Paris. Donc cet été, je serai capable de me repérer. Maintenant, je connais un peu la ville. Je ne dirais pas que je me sens chez moi, mais ça me fait plaisir d'y aller. Je sais ce qui m'attend. Die deutsche Mannschaft, Weltmeister 1954, ist vollkommen im Mittelpunkt der Ovationen. Daneben stehen die Ungarn. Die Ungarn ruhig gesammelt. Ein Kompliment für diese Jungs, die großartig verlieren können, die uns vorgeführt haben, wie ein wahrer Weltmeister in dem Moment, wo er einmal geschlagen wird, eine solche Niederlage mit Fassung trägt. Unseren Dank diesen prachtvollen Jungs aus Budapest, aber unser Stolz, unsere Freude und unseren ganz innigen Dank den 11 Spielern im weißen Jersey. Sepp Herberger a très bien connu mon grand-oncle aussi, puisqu'il jouait dans l'équipe nationale. Il a aussi connu mon père Phipps, parce qu'ils étaient tous les deux de Mannheim. Sepp Herberger habitait un peu à l'extérieur de la ville. Je crois qu'il vivait dans un des quartiers de Weinheim. C'était à 2 pas de chez nous. Et mon père nous y a emmenés plusieurs fois. Visite du tout nouveau musée du football allemand de Dortmund. Gernot Rohr y croise de vieilles connaissances. J'ai travaillé au stade du Wankdorf en 2005-2006. J'entraînais les Young Boys de Berne et je pensais souvent à Sepp Herberger. Le 3e but arrive. Il faut que je vois ça. Jetzt heben sie den Ball in der deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr! Vorführung! Du bist ein Teufelskerl! Du bist ein Fußballgott! Die mentale Stärke der Deutschen. Les Français n'ont pas encore la force mentale des Allemands. Cette capacité de concentration, cette rigueur germanique, comme ils disent toujours, et peut-être aussi cette grande solidarité dont les Allemands font preuve chaque fois que c'est nécessaire.
Mais techniquement et physiquement, les Français ont rattrapé le retard depuis longtemps. Toulouse, 13 rue Franc. Le 13 est un chiffre porte-bonheur dans cette maison. 13 buts, oui, c'est encore le record des buts marqués en Coupe du Monde. Den Verlierern der beiden Halbfinals winkt hier in Göteborg als Trost der dritte Platz. Frankreich in Gala-Besetzung. Fontaine setzt auch gegen Deutschland seine aufsehenerregende Torjagd fort. 0:1. Fontaine schraubt seinen Torrekord bei dieser Weltmeisterschaft höher und höher. 5:2. Fontaine auf dem Wege zu seinem 13. Weltmeisterschaftstor, seinem 4. in dieser Begegnung. Frankreich siegt 6:3. Ils étaient plus physiques que nous. Hein. Mais nous, on avait l'ossature rémoise qui était surtout, on donnait la priorité à la technique, quoi. Donc tant qu'on conservait le ballon, on n'était pas en danger. Pour moi, l'équipe avec Coppa et Fontaine était la grande équipe. C'était le Stade de Reims, mon club favori. Donc j'ai trouvé ça formidable que les Français décrochent la 3e place en gagnant 6-3 contre les Allemands. C'était vraiment bien. Dans les années 70, Gernot Rohr rejoint les Girondins de Bordeaux. Mais à son arrivée, c'est une autre équipe qui domine en France. Je suis arrivé en 77 et mon tout premier match a eu lieu le 3 août 77, Bordeaux-Saint-Étienne. Le stade était plein à craquer et 2 heures avant le coup d'envoi, l'ambiance chauffait déjà. Nous avons d'abord mené 2-0, puis ils ont égalisé à 2 partout. Mais pour nous, ça restait un bon score parce que l'équipe de Saint-Étienne était championne de France. Un an plus tôt, Saint-Étienne suscite une ferveur inédite en atteignant la finale de la Coupe des clubs champions. Mais perd de justesse à Glasgow face au Bayern de Munich sur le score de 1-0. Pourtant, les Verts sont meilleurs. Ils touchent même par 2 fois les poteaux carrés du but. « 40 ans plus tard, le souvenir de ce match est toujours vivace. C'était la grande époque de l'AS Saint-Étienne. La défaite contre les Allemands à Glasgow a marqué les Stéphanois. Les tirs sur les poteaux ont donné des idées à certains. Et bienvenue au Lo 76, qui est le restaurant tapas de la plage Jean Jaurès, qui retrace un petit peu toute l'épopée stéphanoise et les grands moments du match à Hampden Park à Glasgow en 1976 contre le Bayern de Munich, avec le tir de Saramagna qui fait la passe à Jacques Santini qui va directement sur les poteaux carrés à la 39e minute. Ici, on peut revoir le solo du rond-point central de Dominique Battenet qui va directement sur la transversale et bim, les poteaux carrés. À la vue de ces poteaux carrés, on peut avoir le tournis, surtout quand on supporte les Verts et qu'on se rappelle le but sur coup franc du taureau Franz Ruth. Julien Jeanroch, l'hôtelier originaire de Dijon, surfe sur la vague de la nostalgie. Il a acheté aux enchères des restes des buts d'origine, qu'il expose dans son restaurant et son hôtel. Les 2 établissements s'appellent tout naturellement les poteaux carrés. Et si à l'époque les poteaux avaient été ronds? Un rêve? Est-ce qu'on rêve des poteaux ronds? Non, je pense que ça fait partie de la légende et ça fait partie de l'histoire de la SS et de ces fameux poteaux carrés. Je pense que si les poteaux avaient été ronds, on n'aurait pas écrit l'histoire et ça n'aurait pas pris autant d'ampleur que ça peut en donner encore aujourd'hui. Saint-Étienne vit de ses souvenirs.
En 2013, le club a ouvert son propre musée, le premier du genre en France. Au centre, le traumatisme de Glasgow, même 40 ans après. Une salle entière est consacrée au fameux match qui s'est terminé 1-0. Les 2 cages écossaises ont été achetées aux enchères et le bois à moitié pourri des montants transformé en un but pour l'exposition. Nous les avons payés 20 000 € à une association d'actionnaires écossais qui était propriétaire donc de ces poteaux carrés. Mais ces poteaux carrés font partie de l'histoire du sport français, encore une fois. À leur retour, les héros malheureux de Glasgow sont accueillis en vainqueurs. Audience auprès du président, défilé de plusieurs dizaines de milliers de personnes sur les Champs-Élysées et scène de liesse au stade stéphanois. Et le lendemain donc, de la finale, où on perd cette finale, tous les Français disaient qu'on aurait dû gagner, mais bon, c'est comme ça, on perd. Et on défile sur les Champs-Élysées, on est reçu par le président Giscard d'Estaing. On arrive l'après-midi ici, le stade, ici, il est plein, tout le monde nous attend. Donc on est fêté comme si on avait gagné. Donc quelque part, on a presque gagné. Presque gagné, c'est perdu, aurait pu dire quelqu'un comme Harald Schumacher. De nos jours, les poteaux sont ronds partout dans le monde, y compris à l'AS Saint-Étienne. Mais non. Déjeuner chez les Tomaszewski. Ici, pas question de manger du poulet à cause de Balthazar. D'une façon générale, le foot ne facilite pas la vie de couple. Par moments très difficile avec le foot. Oh, arrête un peu. Hein. Non. C'est marrant. Non, ça m'a permis de voir beaucoup de choses, de connaître beaucoup de choses. C'est bien. J'ai pas la passion qu'il a lui, hein, ça c'est sûr. Hein. Ben, y a des fois c'est très difficile, hein, parce qu'il est très souvent excité, énervé, stressé, vite, toujours au dernier moment. Et c'est difficile à vivre ça des fois, mais bon, on fait avec. Oh, attends, comme on me dit dans mon entourage, j'ai fait 40, on fait 41. Voilà, ça le revient très cher et on n'a jamais eu quoi que ce soit de... Et on est millionnaire en souvenirs. Voilà. Millionnaire en souvenirs. Voilà, millionnaire en souvenirs. Mais là, ce que je fais, je me bats pour qu'il écrive un livre. Hein. Je me bats. L'année prochaine. Moi, je ne sais pas le faire, mais je suis sûre que ça marcherait. J'attends. Je ne peux pas l'écrire pour lui. Les souvenirs, c'est lui qui les a. Hein. Clément Tantibes. Oui, on se verra à Nice un de ces jours-là, quand je viendrai voir un match. Ok, allez. Bonne journée, faites ça bien. J'ai vu que tu as mis le champagne au frais. Peace. Happy birthday, Clément Tantibes. Le voici, l'homme avec son coq. Son coq gaulois. Il assiste à tous les matchs de l'équipe de France. Quand j'étais entraîneur à Nice, Clément était souvent avec nous. Et un jour, à un barbecue, son coq s'est fait attraper par un aigle. Il se rue, il se jette sur Balthazar, il le prend avec ses griffes, puis il s'envole. Nous, ébahis, on regarde, mais comme dans les dessins animés, on voit tomber quelques plumes, puis Balthazar a disparu. C'était le vrai Balthazar, ça, voilà. Du destin tragique de Balthazar, on ne sait rien à Dortmund. Avant un match, on mange un plat chaud. On aime bien le poulet. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, surtout quand il s'agit de sa sacro-sainte veste. Borsti a la passion du jaune. En bon supporter du Borussia, il ne cache pas son aversion pour la couleur bleue du club ennemi, le FC Schalke. Comme vous voyez, j'ai mis du jaune partout.
Je déteste le bleu depuis tout petit. Pas de bleu chez moi. Borsti a pourtant les yeux bleus. C'était la volonté du bon Dieu, ou du dieu du foot. Ah non, moi c'est... pour moi c'est les Bleus, c'est l'équipe de France. Et il l'a mis au même endroit. Ouais, but! Oh, France, c'est terrible! En 1984, les Français remportent leur premier grand titre chez eux. Ils sont sacrés champions d'Europe sur le score de 2-0 contre l'Espagne. Les buts sont signés Platini et Bellone. 2 ans après Séville, les Bleus peuvent faire la fête. Leur entraîneur Michel Hidalgo et la génération Platini ont enfin décroché le titre de champion d'Europe. Je commente, enfin je suis expert, entre guillemets, pour Europe 1. Je me trouve dans les coulisses du stade et je croise l'entraîneur français Hidalgo. Enfin, on tombe l'un sur l'autre. Il me prend dans ses bras et me dit quelque chose d'incroyable. Je ne l'ai rencontré qu'une fois et il me dit « Danny ». Tout le monde m'appelle comme ça. Danny, c'est encore mieux que 68. Champion d'Europe, un titre, voilà. Le titre, ça ne se discute pas. C'est un titre, c'est acquis, c'est du... On peut toujours discuter, mais la coupe, elle est toujours sur l'étagère. La même année, une image fait le tour du monde. À Verdun, lieu hautement emblématique, le président François Mitterrand et le chancelier Helmut Kohl se donnent la main. L'heure est à l'amitié. Et des hommes comme lui en sont la parfaite illustration. Son grand-oncle, aussi célèbre que lui en France, roulait dans le même genre de voiture. Ce fut sa prime lors de la signature de son contrat à Strasbourg. Autre point commun entre Oscar et Gernot Rohr, l'amour de l'art de vivre à la française. Les Français sont plus décontractés, moins hargneux. Ils ont la joie de vivre. Ils profitent un peu plus de la vie que les Allemands. Bien sûr, ils ne sont pas aussi bien organisés, mais ils ont plus de moments de convivialité, comme par exemple au déjeuner ou au dîner. Ils aiment faire la fête, et pas seulement au carnaval ou les jours fériés. Non seulement les Français sont plus décontractés, mais d'une manière générale, ils ont un état d'esprit un peu plus positif, optimiste. Dans la région du bassin d'Arcachon, j'ai remarqué aussi que les pêcheurs et les ostréiculteurs étaient des gens vraiment authentiques. Et ça me plaît bien. Ok, bonne soirée, bon appétit, attention. Il y a de la glace. Il y a de la glace, je vais la faire couler un peu. Merci à vous. À bientôt, bye. Ciao, ciao. Gernot Rohr préfère les huîtres à la choucroute. Et l'océan au Palatinat. Il tient un hôtel sur la côte et un autre sur l'île de la Réunion. Tout cela a été possible grâce au foot. Et avant de partir pour une nouvelle mission, il profite de la vie de famille. Gobla, tu peux manger bruyamment. On peut manger avec bruit, faire du bruit. C'est le seul aliment où on peut schlürfen. Ça te plaît? Je veux manger une huître, s'il te plaît, papa. Tu le demandes si gentiment que je t'en donne une. Merci. De rien. Bravo. Weißt du, dass Papa mal da eine Perle drin gefunden hat? C'est que j'ai trouvé une perle, là, un jour dans une huître. Et après, on a gagné 3-0 contre le Milan AC. À l'époque, très peu de footballeurs allemands venaient en France. Je ne sais pas pourquoi. J'allais plutôt en Italie, en Angleterre ou en Espagne, mais rarement en France, où le foot n'était pas encore un sport aussi commercial qu'aujourd'hui. Je n'étais pas une star. J'étais un joueur relativement modeste. Et durant mon séjour en France en tant que footballeur, je voulais poursuivre mes études de français.
weiterführen. Les premières vedettes sont arrivées dans les années 80. Karl-Heinz Förster est resté 4 ans à Marseille. Il a été champion de France et a gagné la Coupe de France avec l'Olympique. S'il y a bien une rencontre qui l'a marqué, c'est celle avec un Français pas comme les autres. Le président de son club et homme d'affaires, Bernard Tapie. Ce qu'il y a de bien à l'Olympique de Marseille, c'est qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, mais on rigole bien. L'Allemand a été particulièrement impressionné par son tout premier contact avec l'exubérant français. Quand il m'a appelé pour me donner rendez-vous, j'ai tout de suite accepté. Nous nous sommes vus dès le lendemain. Hidalgo et les agents des joueurs sont venus avec lui dans son jet privé et ma femme a préparé en vitesse un gâteau. Ils se sont installés à table. Bernard Tapie s'est mis à fumer et je me suis dit, oh là, il faut vite aller chercher un cendrier. Mais on n'a pas été assez rapide. Alors il a tout bonnement écrasé sa cigarette sur le plat à gâteau. Étant un homme bien élevé et un footballeur exemplaire, j'ai été assez étonné. J'ai ouvert grand les yeux. Ça a été la première rencontre avec Bernard Tapie. Peu de temps après, Bernard Tapie recrute un buteur de l'équipe d'Allemagne, le vice-champion du monde, Klaus Allofs. À l'Olympique de Marseille, j'avais un compatriote, Karl-Heinz Förster, qui était arrivé au club un an plus tôt. Bien sûr, on attendait de nous deux que nous apportions l'esprit allemand. Les Français ont toujours affirmé avoir un plus beau jeu. Mais ils se rendaient parfaitement compte que ça ne leur réussissait pas trop. Ils disaient tout le temps, on joue mieux, mais vous vous débrouillez toujours pour qu'à la fin, ce soit l'Allemagne qui gagne. Les Girondins de Bordeaux sont installés au cœur de ce qui est peut-être la plus célèbre région viticole du monde. Le président du club, Jean-Louis Triot, possède 2 domaines renommés dans le Médoc, le Château Gloria et le Château Saint-Pierre. Gernot Rohr est resté plus de 20 ans aux Girondins en tant que joueur et entraîneur. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une influence germanique ou si c'est une influence Gernot Rohr. Parce que Gernot a passé, je ne sais pas moi, toute sa vie presque aux Girondins. Donc il a marqué le club par sa présence. Et à travers lui, nous avons apprécié la culture allemande et puis les résultats de l'équipe senior allemande qui gagne tout. Vous savez ce qu'on dit en France, le football, ça se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. 3 attaquants hors pair viennent dans l'Hexagone. Rudi Völler rejoint Bernard Tapie à Marseille. Pierre Littbarski joue une saison au Racing de Paris. Et Dieter Müller devient le coéquipier de Gernot Rohr aux Girondins. Le sud-ouest de la France fera de l'avant-centre allemand un véritable gourmet. À l'arrivée, bien entendu, une nouvelle fois, l'Allemand Dieter Müller qui inscrivait là son 3e but. Il y a d'excellents restaurants sur les bords de la Garonne. Les Français passent 3-4 heures à table, alors que chez nous, le repas est terminé en une demi-heure, 1 heure. Mais eux restent attablés des heures tout en refaisant le monde et en buvant du vin. Ils ont une autre qualité de vie. Quand je repense à la France, et surtout à Bordeaux, ça a été une période formidable. Sûrement les 3 plus belles années de ma vie. Lothar Matthäus et Jürgen Klinsmann, eux, n'oublieront jamais la Coupe du Monde de 1990. À peine plus de 6 mois après la chute du mur, le triomphe de l'équipe allemande en Italie suscite une immense joie. Un océan de drapeaux noirs, rouges et or attend les joueurs à leur arrivée à Francfort. Sowas habe ich noch nie erlebt. Sowas habe ich mir überhaupt noch nie vorstellen können. Und
C'est vrai qu'à l'époque, la Fédération allemande de football a été confrontée à une situation qu'elle n'avait pas du tout anticipée. Tout à coup, il y a une énorme demande de drapeaux, par exemple, ou de produits dérivés noirs, rouges et or. Ils ont été pris de court. À l'époque, l'enthousiasme national, je ne dis pas nationaliste, mais national, a pris une ampleur inédite. Dans l'élan national, le Kaiser a sa vision bien à lui d'un empire du foot réunifié. Wir sind jetzt die Nummer 1 in der Welt. Wir sind schon lange die Nummer 1 in Europa. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Das tut mir leid für den Rest der Welt, aber wir werden für die nächsten Jahre nicht zu besiegen sein. Cette phrase était exagérée, bien sûr. C'était du Franz Beckenbauer tout craché. Il en avait encore sorti une bonne. Après la victoire de 1990, le Kaiser a déclaré que nous serions imbattables pendant des décennies. Moi, je dis toujours que pendant 10 ans, nous nous sommes lancés des fleurs. Nous avons cru être les meilleurs, sans voir que les autres nous passaient devant, en particulier les Français. Entre-temps, les Français ont acquis une bonne réputation dans la formation des jeunes joueurs et des entraîneurs. Le Centre national du football de Clairefontaine, inauguré par Mitterrand en 1988, jettera les bases des futurs succès. Nombre de stars passeront par là. De nos jours, l'établissement est considéré comme la pépinière du football français. Il est leader mondial. C'est ici que l'équipe de 1998 a fait ses armes. Clairefontaine a une importance particulière pour les joueurs de l'époque et leur capitaine qui a reçu le trophée en main propre. Didier Deschamps, aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France. Clairefontaine, c'est la maison du football français. Évidemment, l'équipe de France A masculine, l'équipe de France A féminine, mais aussi c'est aussi toutes les sélections de jeunes à qui Clairefontaine peut offrir des conditions de travail top niveau. Ici, on forme les champions de demain. Dès l'âge de 13 ans, les jeunes peuvent briguer l'une des places convoitées de l'école. Avec ses 9 terrains répartis sur 56 hectares, Clairefontaine est un Eldorado pour les sportifs. Au cœur du complexe ultramoderne se trouve un ancien château qui héberge l'équipe de France. À Francfort, Gernot Rohr rencontre le directeur sportif de la fédération allemande, Hans-Dieter Flick, surnommé Hansi. Content de te voir. Le gars de Mannheim. Mon frère Rüdiger. Ah, je sais. Tu as entraîné ces enfants à Henningeka, ils m'en ont encore parlé hier. C'est vrai. Félicitations pour ta nomination. Ça te plaît? Oui, beaucoup. Il était nécessaire d'apporter du changement. Je suis très content parce que ça me permet d'avoir un autre regard sur le foot. Quand on est entraîneur, on est juste sur le terrain, alors que là, on a une vue d'ensemble. Et puis, c'est un poste qui permet d'influer sur beaucoup de choses. Oliver Bierhoff et moi, on a beaucoup bougé. Je suis moi-même allé à Clairefontaine pour voir comment ça se passait. Je ne sais plus à quand ça remonte. Notre but, notre souhait, a toujours été de mettre sur pied un centre de formation de ce type, ou de refondre la fédération allemande en lui donnant plus de moyens. La nouvelle fédération allemande de football sortira de terre sur le champ de course de Niederrad, près du stade de Francfort, à 5 minutes de l'aéroport. C'est un emplacement idéal pour construire l'école du futur, un Clairefontaine à l'allemande, mais en plus intime, moins étendu. Le projet coûtera plus de 100 millions d'euros. Gernot Rohr sait former des talents. Des stars mondiales comme Zidane ou Lizarazu se sont formés à son école. J'ai eu la chance de former Lizarazu.
J'ai joué avec lui la dernière année de ma carrière de footballeur. Lui, il débutait. J'ai formé aussi Dugarry. J'ai eu Zidane en post-formation. Il avait 19 ou 20 ans lorsqu'il est arrivé à Bordeaux. Paris. Gernot Rohr est commentateur pour la télévision française et presque chaque week-end, il se rend dans la capitale. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec l'un des footballeurs les plus titrés de tous les temps. Un de ses anciens élèves qui a fait partie de l'équipe légendaire de 1998. Le champion du monde, Vicente Lizarazu. Ah, tu as trouvé. Ça va? Oui, bien. Ça a bien passé l'émission? Ouais, c'est vrai que ça a été une aventure inouïe, pas uniquement parce qu'on a gagné la Coupe du Monde, mais je crois aussi parce que humainement ça a été quelque chose de très fort. On avait des discussions à table qui duraient des heures. On avait du plaisir à vivre ensemble. On n'avait pas que du plaisir à se faire des passes, on avait du plaisir à rester à table, à boire un café. Et c'est ça qui était le plus important. Et on a réussi à prolonger ce plaisir-là pendant 4 saisons. On a été la meilleure équipe du monde. La France est championne du monde. France are the new world champions. Le titre de champion du monde devient un ciment social. Le mythe Black Blamber est né. La France célèbre son titre. La France a été le pays qui a le mieux ressenti, compris la nécessité de l'intégration. Et aujourd'hui, c'est vrai, cette équipe à la fois tricolore et multicolore donne une belle image de la France dans ce qu'elle a d'humaniste, dans ce qu'elle a de fort, dans ce qu'elle a de rassembleur. Et ce matin, je regardais naturellement le défilé, j'étais au défilé, et je voyais aussi, qu'on ne souligne pas assez, que l'armée française, qui a été ovationnée sur les Champs-Élysées, elle est également à la fois multicolore et tricolore. Et tout cela donne une belle image de la France. C'est les autres qui parlaient autour, qui parlaient de cette équipe de France Black Blamber. C'est les politiques qui en ont parlé de ça, c'est la presse qui a parlé de ça. Nous, on ne théorisait pas tout ça. Nous, on était bien ensemble, et on était heureux ensemble, et on vivait bien ensemble. Point, barre. Ah, regarde, c'est le livre de 3e, Histoire, Géographie, Éducation, Civique. Donc, quand tu iras à l'école, si tu feuillettes ce bouquin, il y a toute l'histoire de la France, et entre autres... Oh, il y a toi, Balthazar. Eh oui, tu vois, regarde. Et en fait partie parmi les symboles de la France. Tu as le Panthéon, la Marianne, tu as la place de République, et tu as le coq Balthazar, qui est le symbole de la France. Bon, hein, regarde, hein, t'es contente alors? Oui. Et là, évidemment, alors là, il y a du lourd, parce que là, c'est fabuleux, ça, parce que là, on voit que, quand même, 12 juillet 1998, Balthazar, finale de la Coupe du Monde. Et 1, et 2, et 3, allez, Zizou. Plus d'1 million de personnes se rassemblent sur les Champs-Élysées. On n'a pas vu cela depuis la libération de Paris, écriront plus tard les journalistes. Au début des années 2000, on regardait tout le temps de l'autre côté de la frontière. Que font les Français? Pourquoi autant de bons joueurs sortent-ils de la sélection de jeunes? Et pourquoi ont-ils un jeu si brillant? La France doit beaucoup à un homme, Lilian Thuram. En demi-finale contre la Croatie, il inscrit les 2 buts de la victoire tricolore en seulement 66 secondes. Lui, le défenseur qui ne marque jamais, envoie les Bleus en finale. Ce seront les 2 seuls buts du détenteur du record de sélection en équipe de France. Ce soir-là, l'enfant de la Guadeloupe devient un héros national.
c'est avant tout des émotions, le foot. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de plus fort comme émotion lorsque vous gagnez? Parce qu'en fait, quand l'équipe de France gagne et que vous êtes français, vous gagnez. Donc je pense que cette victoire-là a été aussi une victoire extrêmement importante dans la réflexion du vivre ensemble. Je pense que 98 a marqué à tout jamais une génération. Et je pense que les réflexions sur la société française vers l'égalité pour tous a fait avancer les choses. Je pense que l'histoire démontrera qu'après 98, oui, il y a eu des réflexions. C'est-à-dire, OK, pourquoi nous acceptons que notre équipe soit composée de personnes de couleurs différentes et pourquoi dans les institutions françaises, ce n'est pas le cas? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Thuram agit. Il crée une fondation et lutte contre le racisme au quotidien. Il intervient dans les écoles pour discuter avec les enfants et les adolescents. 142 sélections en équipe nationale, le recordman français sait capter l'attention des jeunes. Ce qui est très important dans la vie, c'est d'avoir confiance en soi. Ça veut dire confiance en sa propre parole. Est-ce que tu penses que c'est normal que, par exemple, ce jeune homme ait plus de droits que lui? Non. Non. Vous êtes sûr? Oui. Alors pourquoi toi, tu dis que c'est juste qu'une personne, parce qu'elle est homosexuelle, elle ait moins de droits? Mais ça va pas être vraiment la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Parce que la couleur de peau et la sexualité, c'est pas trop la même chose. Ah mais non, c'est pas la même chose, mais c'est les mêmes inégalités que tu dis. Et moi, je pense que défendre l'égalité, c'est préférable. Parce qu'en fait, le problème, lorsqu'on essentialise les gens, c'est qu'on finit par dire, voilà, les hommes fonctionnent comme ça, les femmes fonctionnent comme ça, les musulmans fonctionnent comme ça, les juifs fonctionnent comme ça, les noirs fonctionnent comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand tu généralises. Parce que c'est le début du racisme. Donc tu vois bien qu'il faut que tu sortes... Il y a plein de sortes de garçons. Il y a plein de sortes de garçons. Exactement. Il y a plein de sortes d'homosexuels. Il faut que tu te mettes ça dans la tête au moins. Par exemple, moi, je pourrais être homosexuel. Dans l'absolu. Tu penses qu'il n'y a pas des homosexuels comme moi? Bah alors, donc tu vois bien, est-ce que moi je ressemble à une fille, par exemple? Mais même il n'y a pas de ressemblance, même sans parler des ressemblances, même dans la tête. Tu peux pas être un bonhomme et être homosexuel, c'est pas possible. Bah si, ça existe. Hein. Les homosexuels, on les reconnaît comme ça? Non! Mais nous, on les reconnaît comme ça. Non! Tu te trompes. Les gens, ils reconnaissent pas les homosexuels parce qu'ils sont efféminés, parce que... Bah non. Non, parce qu'ils voient que c'est des bonhommes. Oh, mais non, parce que parfois, tu peux pas savoir. Ouais, tu peux pas le savoir. Si vous voulez changer la société de demain, vous ne pouvez pas rester en défendant simplement ceux qui vous concernent. C'est ça que j'essaie de vous expliquer, les enfants. On m'a dit, c'est pas parce que j'ai les cheveux longs que je suis une fille. Hein. Parce que j'ai un comportement de mec, quand même. Moi, j'ai par exemple des copines qui jouent en équipe de France de foot. Ok, c'est des filles. Mais par contre, si elles jouent au foot contre toi, comme elle va te mettre la misère, tu vas dire, ah, ouais, mais c'est un garçon manqué. Mais non, c'est une fille. C'est une fille. C'est toi, dans ta tête, que tu vas dire, c'est un garçon manqué. C'est pour ça que je te parle, quel est le comportement d'une fille. Une fille, c'est féminin. Un garçon, c'est masculin. Ah, d'accord. Excusez-moi. Applaudissements pour votre copain. Mais le foot ne fait pas l'intégration sociale comme on l'entend. L'intégration sociale, c'est le discours politique qui le fait. Quand quelqu'un arrive dans une société, peu importe d'où il arrive, il faut qu'il soit reconnu par le pouvoir politique, parce que c'est le pouvoir politique qui détient le discours le plus important. Le foot donne des moments de joie, de partage. Sur le modèle français, le Bundestag vote la réforme du Code de la nationalité en 1999. La double nationalité est finalement adoptée. Désormais, les enfants d'immigrés peuvent aussi jouer dans l'équipe nationale d'Allemagne.
Le foot allemand est redevenu respectable grâce à la coalition SPD-Vert. Le nouveau code de la nationalité a favorisé le multiculturalisme. La Mannschaft devient multicolore et le championnat d'Allemagne explose. Vicente Lizarazu, qui a joué 9 ans au Bayern de Munich, résume parfaitement la mentalité du football allemand. Par exemple, j'ai ressenti quand j'étais en Allemagne que peu importe si tu prenais un but, ce qui était important, c'est d'en marquer un de plus que l'adversaire. Donc on ne se faisait pas, il n'y avait pas une espèce d'obsession de se dire oh là là, on a pris un but, c'est la catastrophe. On avance, on avance, on avance et il faut en marquer un de plus. Toujours un de plus. En 9 ans, Lizarazu remporte 18 titres avec le Bayern. Le foot allemand se modernise. Il s'enrichit en élargissant son horizon. Je me suis rendu compte que la fédération allemande et surtout Oliver Bierhoff avaient compris qu'il fallait s'inspirer des pays qui jouaient le mieux et former les meilleurs jeunes joueurs. Ce n'étaient pas forcément les pays les plus riches, mais les plus inventifs. Et la France en faisait partie. Je me souviens que lorsque j'ai pris mes fonctions d'entraîneur en 2004, j'ai eu une longue conversation avec Aimé Jacquet. Il faisait partie de ces mentors, de ces entraîneurs que j'aimais écouter parce que c'était instructif. Après le succès de 98, il est vraiment devenu la référence dans le football européen. Qu'est-ce qu'en dit Aimé Jacquet ? Bref, nous avons eu une longue discussion. Bien sûr, je lui ai demandé comment il avait géré la Coupe du Monde, à quoi il avait donné de l'importance, sur le terrain et à l'extérieur. Il en est sorti beaucoup d'idées, que j'ai ensuite reprises pendant les 2 ans où j'ai travaillé à la Fédération allemande, avec l'espoir de gagner la Coupe du Monde en 2006. Résultat, le mondial 2006 organisé par l'Allemagne est un énorme succès et l'équipe allemande prend la 3e place. Fini le temps du jeu décousu, Jürgen Klinsmann impose un nouveau style plus offensif. Je crois que beaucoup de gens à l'étranger ont découvert une nouvelle image du foot allemand. Je sais que tous les journalistes m'ont dit mais l'Allemagne c'est génial, on a été super bien accueillis. Tout était décontracté, ils s'imaginaient que les choses allaient être hyper strictes et tout ça. Et en fait, je leur ai dit, mais bien sûr qu'il y a une organisation, que ce n'est pas une légende, les Allemands sont bien organisés, mais que dans cette organisation, en fait, tu te sens très libre. Et donc, quelque part, tu te sens plus libre dans une organisation comme celle-là que dans un foutoir où chacun doit se démerder. La Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud illustre parfaitement les propos de Lizarazu. Les Bleus, grassement payés, offrent un spectacle lamentable. Ils se mutinent contre l'équipe d'entraîneurs dirigée par Raymond Domenech. Choqué, le directeur délégué auprès de l'équipe de France démissionne alors qu'il est toujours en Afrique du Sud. Je considère que ce qui se passe cet après-midi est un scandale. Un scandale pour les Français. Un scandale pour les jeunes qui sont ici. Un scandale pour la fédération et pour l'équipe de France. Le quartier de Naïsna, où est hébergée l'équipe tricolore, devient le symbole d'un échec social. Cela a des répercussions sur la scène internationale. Même le président de la République craint pour la réputation du pays. Ces footballeurs qui viennent des banlieues ont leur propre socialisation. C'est vrai. À l'époque où Domenech ne s'entendait plus avec des joueurs comme Nasri ou Ribéry, j'ai dit à ce moment-là qu'il touchait aussi peu les footballeurs que Sarkozy ne touchait le peuple. L'attitude de Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, n'est pas spécialement conciliante. On va nettoyer au Karcher la cité, déclare-t-il en 2005. Il qualifie de racaille les jeunes de banlieue qui le détestent.
Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Je crois que le discours politique a été un discours par la hauteur de la société. Effectivement, lorsque M. Sarkozy était dans le gouvernement, c'était un discours très, très négatif. Ce n'était pas un discours de cohésion. Et effectivement, moi, je me suis permis de prendre la parole parce que je pense que lorsque vous êtes politique, vous ne pouvez pas attiser la haine vers certaines personnes. Bon, c'est très facile, hein, parce que c'est souvent vers les pauvres, hein, parce que dans toutes les sociétés, on stigmatise les pauvres. Willy Sagnol, lui, n'a pas de problème d'intégration. Il a joué 9 ans au Bayern, longtemps aux côtés de Lizarazu. Il analyse sans complaisance le modèle français Black Blamber. Bon, le Black Blamber, ça a plus été un outil politique utilisé après la Coupe du Monde. Et je dirais qu'aujourd'hui, les Allemands, en termes d'intégration, je dirais avec tout leur, je dirais la colonie turque qui est aujourd'hui en Allemagne, qui produit beaucoup de joueurs. Je pense que l'Allemagne a beaucoup mieux réussi son intégration que la France. En 2004, j'ai dit « Il manque 20 ans d'immigration à l'Allemagne ». Regardez donc les villes. 70% des jeunes qui jouent au football en ville sont des enfants d'immigrés. En 2014, l'Allemagne devient championne du monde avec Mesut Özil, Sami Khedira et Jérôme Boateng. Hallo Berlin! Ich kann euch nicht hören! Ich bin stolz, Berliner zu sein! À la porte de Brandebourg, des centaines de milliers de personnes acclament les enfants d'immigrés qui les ont éblouis à Rio. Au musée du football de Dortmund, Gernot Rohr replonge dans les vieux souvenirs et trouve son célèbre parent sur le tableau d'honneur des joueurs de l'équipe nationale. Le voici. La salle des trésors du musée montre bien la soif de succès des Allemands. 4 fois champions du monde, 3 fois champions d'Europe, ils forment une équipe taillée pour la compétition. Le clou de l'exposition est un ballon multimédia, sur lequel on peut voir le dernier triomphe en date. Le but salvateur de Mario Götze est le titre que l'Allemagne remporte en 2014 au Brésil, après avoir éliminé la France en quart de finale. Dernièrement, on m'a demandé ce dont j'étais le plus fier. Je crois qu'avec l'évolution de la Mannschaft entre 2010 et 2014, nous avons montré une autre Allemagne. C'est complètement authentique. Ce n'est pas artificiel ni programmé. C'est vraiment ce qu'incarnent les joueurs. Nous symbolisons l'intégration, l'ouverture, le plaisir et la joie. Le foot allemand est perçu autrement. Les Allemands aussi sont perçus autrement, surtout depuis notre performance de 2014. Avec leur personnalité et leur mentalité différentes, les joueurs issus de l'immigration ont évidemment enrichi et enrichissent encore le foot allemand. Le football doit refléter la diversité sociale. La fédération allemande y œuvre en décernant le prix de l'intégration une fois par an. Il s'agit de récompenser les projets qui promeuvent le vivre ensemble. À la tribune, 2 parrains qui savent de quoi ils parlent. Ilkay Gundogan pour les hommes et pour les femmes, une joueuse allemande née à Bonn qui était française jusqu'à 16 ans et a choisi ensuite le maillot noir et blanc. Celia Šašić. Es ist ja momentan so
En ce moment, tout le monde ne parle que de ça. L'intégration est servie à toutes les sauces. C'est un sujet très présent. Pour moi, ça a toujours été quelque chose d'évident et de tout à fait normal. On n'a pas besoin de dire « on va intégrer les immigrés en prenant telle ou telle mesure ». De mon point de vue, c'est un processus naturel qui se fait tout seul. Quand une nouvelle personne arrive, ça me paraît simplement humain de l'accueillir et de l'intégrer, sans avoir à prendre de mesures spéciales. De mère française et de père camerounais, Célia vit à Coblence, au confluent de la Moselle et du Rhin. En 2015, à 27 ans, la footballeuse européenne de l'année tombe enceinte et prend sa retraite. Elle reste fidèle à sa région natale. Le Rhin et la Moselle se rejoignent ici. C'est le Deutsche Eck, un peu l'emblème de Coblence. Mais pour moi, bien sûr, ça marque aussi le lien avec la France, la Moselle et le Rhin. Ouais, c'est bien ici. Célia fait ses études à Coblence. Elle est surtout intéressée par les philosophes anciens comme Platon. Entre l'Allemagne et la France, le choix a toujours été clair pour elle. Je suis née en Allemagne, mais à la naissance, j'avais un passeport français. J'ai franchi toutes les étapes de la sélection allemande. J'ai gravi tous les échelons qu'il fallait pour entrer dans l'équipe nationale. Et quand on s'apprête à intégrer cette équipe, on se dit « Tu n'as pas de passeport allemand, tu ne peux pas jouer, qu'est-ce que tu vas faire ?» Eh bien, j'ai fait une demande de passeport allemand parce que pour moi, c'était une évidence. Je suis née en Allemagne. Alors pourquoi je ne pouvais pas jouer pour l'Allemagne? Célia Šašić hat sich den Ball zurechtgelegt. Sie ist eine sichere Schützin. Gegen Sarah Bouhaddi, 83. Minute, kommt Deutschland zurück ins Spiel. Šašić gegen Bouhaddi, Stoßgebete dort drüben an der Seitenlinie. 2, 3, 4 Schritte Angriff, Tor! Tor für Deutschland! 1:1, Ausgleich! 83. Célia Šašić, 6. WM-Treffer. Deutschland ist zurück. Je ne sais pas. Quelque part, on a le sentiment d'être plus forte mentalement dans les moments décisifs. Moi-même, je ne comprends pas vraiment qu'avec ce potentiel, les Françaises n'aient pas encore réussi à gagner. C'est un mystère. J'espère que ça arrivera bientôt. Pour moi, avec une équipe de cette qualité, c'est incompréhensible. Paris, 13 novembre 2015. Pour la 27e fois depuis 1931, l'Allemagne joue contre la France. Elle perd 2-0. Mais ce soir-là, le résultat du match n'intéresse personne. Pas même l'invité d'honneur, Juste Fontaine. Et alors là, on a entendu les 2 premières bombes, boum, boum. Et puis il y en a qui ont dit c'est des bombes agricoles. Tu parles, les bombes agricoles, ça fait moins de bruit que ça. Hein. C'est les gars qui se sont fait exploser. Hein. Et on a eu de la chance, c'est que ils sont pas arrivés à rentrer dans le stade. Paris est en état de choc. En plus, toutes les rues étaient bloquées. Et moi, je ne pouvais pas aller à mon hôtel, quoi. Et finalement, il y a un policier qui m'a reconnu et je lui ai expliqué la situation. Il nous a pris dans sa petite voiture, enfin, sa petite voiture de police, et il nous a ramenés à l'hôtel. « 130 personnes meurent en cette nuit où Paris est la cible du terrorisme. Français et Allemands sont unis. Le football passe au second plan.
J'ai été franchement bluffé par le respect avec lequel les Français nous ont traités. L'équipe de France a attendu qu'on donne le feu vert. Ils ne voulaient pas quitter le stade sans nous. Et puis les forces de l'ordre ont tout fait pour qu'on soit informés et qu'on soit bien logés. C'était vraiment super. Ce sont les discours politiques qui doivent être à la hauteur. Et aujourd'hui, la société française est dans cette situation parce que le discours politique depuis des années n'est pas à la hauteur et va dans une direction. Et donc, encore une fois, comme je vous dis que nous sommes des êtres d'émotion, l'émotion qui domine aujourd'hui dans la société française, c'est la peur. Mais cette peur-là est voulue. Clément d'Antibes est à Paris pour un match de préparation à la Coupe du Monde. Et comme à chacun de ses passages dans la capitale, il se rend à l'Arc de Triomphe, là où il a célébré la victoire inoubliable de 1998. Une photo souvenir pour son blog, sa devise est « De retour et même pas peur », car évidemment, le 13 novembre, il était au Stade de France. Et oui, ça veut dire que j'y étais ce triste vendredi 13 novembre 2015 au Stade de France. J'ai eu peur, j'ai eu très peur. Ça a été vraiment l'enfer, l'horreur. Mais là, ça veut dire sur mon panneau, je marque de retour parce que en fidèle supporter que je suis, je reviens au Stade de France et j'ai pas peur. Voilà, je prouve que je suis fidèle à l'équipe de France, quoi qu'il arrive. Clément, le supporter numéro 1, a un autre rituel. Avant chaque match international à Paris, il va au siège de la Fédération française de football pour prendre la température, comme il dit. Moi, on dit que je suis le supporter number 1 en France, mais je pense que je suis le dernier supporter, je suis dans une voie d'extension. Des supporters comme moi, depuis 82, aussi fidèles, aussi acharnés, aussi patients. De la preuve, je suis tout seul, là. Hein, il n'y en a pas beaucoup comme moi. La fédération allemande, elle, n'a pas de souci à se faire pour la relève. Borsti semble enfin avoir trouvé un employeur qui lui convienne. Un fabricant de maisons préfabriquées. Au travail, il n'a pas le temps de penser au foot. Mais après 7 licenciements, il cherchait impérativement un patron qui comprenne sa passion. Je n'arrivais pas toujours à respecter le planning. Et donc parfois, je me faisais mal voir. Ici, je m'organise librement. Je fixe moi-même les rendez-vous avec les clients. C'est un peu plus souple. Je peux travailler le samedi. Par exemple, s'il y a un match le dimanche, je propose aux clients de venir le samedi. Tout le monde y trouve son compte. Quand Borsti n'est pas au stade de Dortmund ou qu'il n'accompagne pas l'équipe nationale, il vend des maisons préfabriquées en bois écologique. Pour l'Euro, on va s'arranger pour qu'ils puissent assister au match, à condition que les clients n'en pâtissent pas. Gernot Rohr attend de nouvelles missions au bord de l'Atlantique, son endroit préféré. Peut-être ira-t-il encore en Afrique, à Madagascar. Outre-Rhin, on lui a rendu hommage pour sa contribution au rayonnement international du sport le plus populaire du pays. En mai, il a été nommé ambassadeur allemand du football 2016, succédant à Jürgen Klinsmann. Je suis cancer, un signe d'eau. Or, on a besoin de l'eau. Je me suis rendu compte que je me sentais vraiment bien ici. Surtout quand je pouvais voir la mer, la regarder tous les jours et en profiter un peu l'été. Je pus jouer relativement longtemps.
jusqu'à 36 ans. Entre autres parce que la mer m'a apporté la santé et le repos. La mer, une passion que Gernot Rohr partage avec son ancien protégé, l'amateur de surf Vicente Lizarazu. Ça, c'était ma souffrance parce que moi, j'avais l'habitude de voir la mer tout le temps et d'ailleurs, j'avais amené un CD à Munich chez moi, un CD avec des bruits de mouettes et des bruits de vagues que je me mettais de temps en temps chez moi pour me rappeler le bruit de la mer parce que, bon, je suis né au Pays Basque, donc j'ai la mer en face et quelqu'un qui est né avec la mer en face, c'est très difficile de s'en passer. Donc pour moi, ça a été peut-être ce qu'il y avait de plus difficile, d'être aussi loin de la mer. Avec Lizarazu, Rohr, Ribéry ou Trapp, la rivalité qui animait autrefois les rencontres France-Allemagne a disparu. Les meilleurs joueurs se retrouvent dans les meilleurs clubs et en Ligue des Champions. Je crois que le football fusionne de plus en plus. Les joueurs professionnels sud-américains, brésiliens ou argentins vont un peu partout en Europe. Les Français jouent chez nous, nous jouons chez eux. Les Anglais ont plein d'étrangers en Première Ligue. Aujourd'hui, même les entraîneurs vont de pays en pays et tentent de laisser leur empreinte sur les différents clubs. Je pense qu'il va être de plus en plus difficile de dire si un jeu est typiquement allemand, hollandais ou français. Que l'on arbore le coq gaulois ou l'aigle germanique, l'essentiel est de gagner. Au championnat d'Europe, les styles de jeu nationaux ne sont plus au premier plan. Le succès réside dans la créativité et la tactique, pas dans les origines. Ce que je vois là, c'est pas facile à un coq de dévorer un aigle. C'est peut-être ça un petit peu l'histoire. Alors le coq, il faut qu'il soit malin pour arriver. Rien ne peut vaincre mon aigle. Oh, bah attendez, si c'est une question de symbole, c'est sûr que l'aigle contre le coq, l'aigle n'a aucune chance. Hein. Ça, c'est bien connu. Le coq est beaucoup plus fort que l'aigle. L'aigle dévore le coq. Et puis l'aigle, c'est... Voilà, c'est majestueux, c'est... je dirais ça domine un petit peu les autres, comme domine parfois le football allemand. Mais on verra, là, parfois la fierté du coq peut faire du mal un petit peu à l'aigle. Que le meilleur gagne, ce sont deux formidables nations footballistiques. Et donc mon cœur est partagé. Mais je me réjouis de voir le championnat d'Europe. Parce que les deux équipes, les deux maillots, vont contribuer à en faire une grande fête du football. Clément d'Antibes, lui, se montre un peu moins enthousiaste. Balthazar, son fidèle compagnon, est interdit de stade. Comme si un coq représentait un risque pour la sécurité. Vu que Balthazar, il est cité au musée de la FIFA à Zurich, officiellement, il est reconnu, je pense qu'il a droit quand même à participer à l'Euro. En plus, ça sera mon 6e et dernier Euro, parce que j'ai 68 ans. Et dans 4 ans, je n'aurai 72. Donc, je serai un peu fatigué quand même. Il faut que tu sois en forme pour l'Euro 2016, là. Hein? Allez, va retrouver tes poules, là, Balthazar. Allez, ciao. Indépendamment des menaces terroristes qui pèsent sur l'euro, sans Balthazar, la fête n'aurait plus tout à fait le même goût. Et pas seulement pour l'aigle.